Europe 1, il est 7h40, l'heure de l'interview vérité. Il est en première ligne dans le combat que la France mène contre le terrorisme. Samuel, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Je sais que vous vous rendez juste après cette interview à l'Elysée pour recevoir avec le président Hollande les représentants des cultes au lendemain de cet attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un point sur l'enquête tout d'abord. Que sait-on aujourd'hui des 2 terroristes abattus par la BRI ? Ce que l'on sait, c'est ce que le procureur Molins a indiqué hier à 21h30 à l'occasion de sa déclaration. Un individu avait fait l'objet d'un suivi extrêmement attentif de la part des services de renseignement qui avait permis sa judiciarisation. Cette judiciarisation l'avait conduit à être incarcéré, il a bénéficié d'une libération, il a été mis sous contrôle judiciaire et c'est dans le cadre de ce contrôle judiciaire qu'il a frappé. Donc voilà ce que l'on sait. Pour le second, l'identification est en cours. Le procureur de la République s'exprimera et fera connaître à ce moment-là les éléments complémentaires de l'enquête sur laquelle les services mandatés par lui travaillent actuellement, notamment la SDAT et la DGSI. Sur l'enquête, toujours, quid d'éventuelle complicité ? Au moins une personne, un mineur, a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Oui, ce mineur avait d'ailleurs été placé dans le cadre de l'état d'urgence en assignation à résidence en fin de semaine dernière par la préfète. Mais les premiers éléments qui apparaissent montrent qu'il n'y a pas de lien entre cet individu et ce qui s'est passé hier à Saint-Étienne. Il n'aurait pas apporté de soutien logistique. Apparemment non, mais je suis encore une fois très prudent. Je n'aime pas m'exprimer sur le contenu des enquêtes. C'est au procureur de la République de le faire. Il l'a fait hier avec le niveau de précision qu'on lui connaît. Nous en saurons plus dans les heures qui viennent. Bernard Cazeneuve, vous l'avez rappelé à l'instant, l'un des 2 terroristes bénéficiait d'un bracelet électronique, d'une assignation à résidence. Comment ne pas parler ce matin d'un énorme raté du système judiciaire ? Écoutez, moi je ne souhaite pas pointer des responsabilités ou m'ériger en procureur, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet qui ne dépend pas de mon ministère. C'est pourtant en pointant des responsabilités qu'on peut améliorer la lutte contre le terrorisme. Mais là, bien entendu qu'il faut pointer des dysfonctionnements pour les corriger. Mais là, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas les éléments, puisque ce n'est pas une question qui relève du ministère de l'Intérieur. Dans quelles conditions est-ce que les magistrats ont statué ? Quels éléments avaient-ils entre leurs mains ? Moi, je n'ai pas ces éléments. Et quand on accuse, ou quand on juge, ou quand on qualifie, il faut savoir. Or, ce sont des éléments qui ne sont pas en ma possession, pour des raisons tout simplement qui tiennent à la séparation des pouvoirs. C'est ce que j'allais vous dire. Là, vous parlez dans le respect de la stricte séparation des pouvoirs, mais les auditeurs se posent la question, et avec Anissa, on reçoit de nombreux tweets en ce sens. Est-il normal qu'un jeune Français, parti faire le djihad en Syrie, intercepté par la Turquie, arrêté par la Suisse, ne soit qu'en liberté, surveillé dans notre pays? Non, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai mon sentiment sur cette question. Je pense qu'il faut la plus grande sévérité, la plus grande fermeté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi qui a été adoptée par le Parlement et présentée par Jean-Jacques Urvoas, et portée par Jean-Jacques Urvoas et moi au Parlement, puisqu'il y avait des dispositions qui concernaient nos 2 ministères, nous avons ajouté des éléments législatifs dont nous avions grandement besoin. Quels sont ces éléments législatifs ? La perpétuité effective pour les terroristes qui sont condamnés, c'est fondamental. Deuxièmement, un durcissement des conditions d'aménagement de peine. Il ne peut pas y avoir d'aménagement de peine pour des individus qui sont en lien avec des groupes terroristes, comme s'ils étaient des délinquants de droit commun. Ce n'est pas possible. Et troisièmement, un durcissement des conditions de la détention provisoire, parce que ceux qui sont en détention provisoire ne peuvent pas sortir s'ils représentent un danger. Donc tout cela est dans la loi du 3 juin 2016. Et par conséquent, les magistrats ont les outils, parce que nous avons durci cela, parce que nous voulons la plus grande fermeté, la plus grande sévérité, la plus grande efficacité. Désormais, ils ont les outils pour pouvoir faire le travail qui doit être fait. On va y revenir sur la loi. Est-elle suffisante ? Est-elle suffisamment dure ? Est-ce un outil suffisamment efficace pour lutter aujourd'hui contre la menace terroriste ? On va y revenir ensemble, Bernard Cazeneuve. Mais je reviens à ces assignations à résidence et à ces bracelets électroniques. Les prévenus ou condamnés dans des affaires de terrorisme islamiste faisant l'objet d'une assignation à résidence sont très très peu nombreux en France. Moins d'une quinzaine selon les chiffres de la chancellerie. Au vu de ce qui vient de se passer, Bernard Cazeneuve, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait de cette petite quinzaine d'individus ? Est-ce qu'on les incarcère ? Non mais encore une fois, je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans un état de droit. L'incarcération en France, elle n'est pas une décision d'un ministre,
Elle n'est pas une décision d'un préfet, ou alors on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état de police où l'arbitraire est possible à chaque moment. Ce sont les juges qui décident de l'incarcération. C'est ça l'état de droit. Et ce qu'il faut faire, c'est donner les moyens aux juges, dans la plus grande sévérité, de procéder à la mise hors d'état de nuire de ceux qui peuvent frapper. C'est la raison pour laquelle nous avons considérablement durci, notamment dans le cadre des dispositions législatives que nous avons prises en juin, les conditions dans lesquelles on peut incarcérer, aménager les peines, mettre en détention provisoire ceux qui sont en lien avec des acteurs terroristes. Et autant je suis très favorable et même très militant de la plus grande fermeté, de la plus grande détermination, de la plus grande sévérité, autant je pense, comme le garde des Sceaux, comme le Premier ministre l'a exprimé hier avec le Président de la République, que cela doit se faire dans le respect rigoureux des principes de l'État de droit. Sinon, nous sortirions de l'État de droit pour entrer dans un État arbitraire qui serait un État liberticide et nous aiderions les terroristes à atteindre l'objectif qu'ils veulent atteindre, c'est-à-dire la destruction de notre modèle, la destruction de nos libertés. Bernard Cazeneuve, vous dites ce matin État de droit. Effectivement, comme le président de la République hier soir, je le cite, restreindre nos libertés n'apporterait pas d'efficacité à la lutte contre le terrorisme. L'ancien président Nicolas Sarkozy a dénoncé, lui, hier, les arguties juridiques conduisant, selon lui, à une action incomplète contre le terrorisme. Il estime, comme d'autres à droite d'ailleurs, que le strict respect de l'état de droit affaiblit notre République contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous répondez à l'ancien président Nicolas Sarkozy ? Je réponds plusieurs choses à l'ancien président Nicolas Sarkozy. D'abord, lorsque l'opposition fait des propositions, il faut en tenir compte. Et nous avons pris beaucoup de propositions de l'opposition concernant le blocage administratif des sites, la pénalisation de la consultation des sites Internet, qui est effective dès le vote de la loi. J'en profite pour le dire, donc d'ores et déjà en vigueur. Nous avons pris des mesures dans le cadre de la loi de juin 2016 concernant le durcissement de la détention provisoire, la perpétuité effective, etc., etc. J'ai indiqué tout cela. Mais il y a des propositions que l'on ne peut pas prendre. Pourquoi ? D'abord, il ne s'agit pas d'argutie juridique. Un ancien président de la République ne peut pas dire que le respect de la Constitution dans un grand pays comme la France, qui a tenu au peuple du monde le discours que les peuples du monde avaient appris et aimé de ce pays, que le respect de la Constitution, des principes républicains est une argutie juridique. Non, c'est un devoir moral. L'opposition de droite affirme que les textes qu'il propose respectent la Constitution. Non, je réponds très précisément à Nicolas Sarkozy. Le respect de la Constitution, c'est pas une argutie juridique, c'est un devoir républicain. Deuxièmement, est-ce que les propositions qui sont faites sont des propositions qui sont conformes à la Constitution ? La mise en rétention, par exemple, de ceux qui sont fichés S, c'est-à-dire sur lesquels il y a une mise en attention sans qu'ils aient, d'un peu plus de 10 000 personnes, commis 10 000 personnes en France d'infractions pénales. En matière de terrorisme. Le Conseil d'État s'est prononcé, on sait ce qu'en pense le Conseil constitutionnel, c'est anticonstitutionnel. Donc il faudrait pour cela faire une réforme de la Constitution qui ferait sortir la France de l'équilibre de l'état de droit dans lequel elle se trouve. Et puis troisièmement, ce serait totalement inefficace et je veux dire pourquoi. Ce qui permet à la France aujourd'hui, même s'il y a des attentats, de démanteler un très grand nombre de réseaux terroristes. Nous avons évité 16 attentats, nous avons arrêté près de 180 personnes depuis le début de l'année. C'est la mise en attention par les fichesses d'un certain nombre d'individus qui permet aux services de renseignement de travailler sans que ces individus le sachent. C'est la discrétion. Sans que ces individus le sachent, de démanteler les filières et de mettre hors d'état de nuire, après les avoir judiciarisés, ces individus. Et nous avons énormément incarcéré après avoir judiciarisé au cours des derniers mois. Si vous dites aux individus qui ne savent pas qu'ils sont surveillés, qu'ils le sont, ils se dissimuleront. Et nous aurons à la fin plus d'attentats et moins de résultats. Donc ces idées, qui sont des idées qui parlent aux Français en apparence par la convocation de la démagogie, sont contraires à l'état de droit et sont en matière de lutte antiterroriste, je le redoute, inefficaces. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment sur ces questions que nous évitions tout ce qui peut plaire et relève de la démagogie et que nous restions très attachés aux principes et à la volonté d'être ensemble avec l'opposition
efficace. Il ne s'agit pas sur ce sujet-là, je conclus par cela, d'avoir les yeux rivés sur les échéances électorales, mais de ne s'intéresser qu'à une question. L'efficacité de la lutte antiterroriste. De surveillance et de sécurité à l'instant. Je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien ce matin. Les journalistes du Parisien sont allés à la rencontre de ceux qui connaissaient le terroriste Adel Kermiche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et c'est incroyable, car dans cette ville à taille humaine, je cite, beaucoup n'ignoraient rien de la radicalisation de ce jeune homme de 19 ans. On ne le supportait plus, raconte un jeune. Il ne parlait que de Syrie, que de tuer les soldats de Bachar. Le Parisien rapporte aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, le terroriste ne faisait pas mystère de sa fascination pour l'État islamique. Un habitant de son quartier conclut toujours dans Le Parisien, tout le monde savait que ce gosse était une bombe à retardement. Monsieur le ministre, si cela est vrai, il y a un vrai problème de lutte contre le terrorisme dans notre pays, un vrai problème de surveillance, d'efficacité. Non. Ce personnage, il était identifié par les services de renseignement. C'est précisément parce que ces éléments avaient été portés à la connaissance des services de renseignement que les services de renseignement ont tout fait pour qu'il soit judiciarisé. Il a été incarcéré. Il a été mis en liberté et sous contrôle judiciaire. Donc le vrai sujet pour moi qui se pose, et ça c'est une question que nous devons prendre à bras-le-corps, c'est comment faisons-nous pour que ces individus ne soient pas dehors. Pour que ces individus ne soient pas dehors, il faut donner la possibilité aux juges d'instruction d'avoir des moyens juridiques qui leur permettent d'appliquer la plus grande fermeté. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 avec le garde des Sceaux. Et il faut aussi que tout le monde... la loi n'est pas appliquée avec suffisamment de fermeté. C'est ce que vous nous dites ce matin. Cette loi, nous venons de la voter et la décision qui a été prise par les juges, sur laquelle moi je ne peux pas me prononcer encore une fois parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent d'apprécier les conditions dans lesquelles les juges ont pris leur décision. Cette décision-là a été prise avant que ces dispositions législatives ne soient adoptées. Dernière chose, Bernard Cazeneuve, après l'attentat de Nice, vous avez été mis en cause par le journal Libération, par plusieurs élus de droite, par une policière municipale de Nice contre laquelle vous avez porté plainte. Pourquoi cette plainte contre cette policière municipale? Pour laver votre honneur? Non, mais si vous voulez, moi je veux dire des choses là aussi très simples et très claires. Ce qui a été dit ne correspond pas à la vérité. Je le sais, parce que la vérité, je la connais. Donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Depuis le 14 juillet, je n'ai enclenché aucune polémique. Vous ne trouverez pas une déclaration de ma part contre M. Estrosi, contre le maire de Nice. Pas une. Je vois partout des propos sur les polémiques entre le gouvernement et M. Estrosi. Mais il n'y a pas un propos de ma part. Évidemment, je vais poursuivre. Donc je tiens quand même à préciser cela, parce qu'il n'y a pas de place pour la polémique aujourd'hui. Le seul ennemi que nous ayons, c'est le terrorisme. Et c'est contre cela que nous devons nous battre. Les limites ont été franchies dimanche. On a porté des accusations dont il est admis maintenant qu'elles étaient fausses, puisqu'on voit bien qu'aucun document n'a été adressé à mon cabinet, que mon cabinet dans cette affaire-là n'a rien fait, donc c'était pour me salir. J'ai donc réagi en portant plainte, mais je n'irai pas au-delà. Moi, j'ai autre chose à faire que de faire une polémique par jour sur des sujets sur lesquels, de toutes les façons, la vérité adviendra, parce qu'il y a une enquête judiciaire, parce qu'il y a une enquête de l'IGPN. Et moi, je ne mens pas sur les sujets qui concernent le terrorisme. Je me bats. Et je dis la vérité aux Français, même lorsqu'elle est difficile. Et s'il y a des dysfonctionnements dans mes services, je les corrige. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que j'engage au ministère de l'Intérieur des réformes très lourdes, très profondes, pour faire en sorte que nous soyons au meilleur niveau. Mais je ne peux que regretter que dans un pays qui est confronté à de tels défis, on se laisse aller à de telles pentes d'abaissement du discours politique. Et je n'y contribuerai pas pour ma part. Merci Bernard Cazeneuve d'avoir été ce matin l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1. Merci à vous.